Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Vous écoutez la Tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme rend hommage à l'ancien Premier ministre du Congo, Alphonse Soukoulati-Poiti, ancien Premier ministre de 1989 à 90, décédé le jeudi 24 octobre 2024, des suites des empoisonnements consécutifs dont il a été victime, comme il s'en était confié au journal Afrique Éducation dans son numéro 411 du 16 au 31 mars 2015. Maître Massengo Thiassé, qui l'a bien connu ces dernières années, vous lit l'intégralité de ses témoignages recueillis par Jean-Paul Tedga dans plusieurs numéros du journal Afrique Éducation. Nous poursuivons avec l'hommage à Alphonse Soukoulati en évoquant aujourd'hui Denis Sassou Nguesso détourne les trésors spirituels et l'or noir du Kwilu. Antoinette et Denis Sassou Nguesso sont attirés par la sorcellerie, la magie noire. Pour empoisonneurs hors pair, ils ont ciblé le Kwilu comme leur terrain de prédilection magique, ce que dénonce Alphonse Soukoulati-Poiti, ancien Premier ministre du Congo et natif de la région. Vous suivez actuellement, à Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, le témoignage d'Alphonse Soukoulati-Poiti, ancien Premier ministre, sur ses relations exécrables avec Sassou Nguesso, qu'il qualifie de véritable diable. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre un j'aime. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme rend hommage à l'ancien Premier ministre du Congo, Alphonse Soukoulati-Poiti, ancien Premier ministre de 1989 à 90, décédé le jeudi 24 octobre 2024, des suites des empoisonnements consécutifs dont il a été victime, comme il s'en était confié au journal Afrique Éducation dans son numéro 411 du 16 au 31 mars 2015. Maître Massengo Thiassé, qui l'a bien connu ces dernières années, vous lit l'intégralité de ses témoignages recueillis par Jean-Paul Tedga dans plusieurs numéros du journal Afrique Éducation. Bienvenue à toutes et à tous. Poursuivons notre hommage à Soukoulati-Poiti qui vient de nous quitter. Cependant, avant de commencer cette émission, je voulais faire une observation parce que j'ai appris donc dans les réseaux sociaux que Soukoulati-Poiti serait la première personnalité à avoir démissionné de ses fonctions au Congo. Non, il n'est pas la première personne. Il est, par rapport au Premier ministre, il est peut-être la deuxième personne, parce que le premier qui avait démissionné de ses fonctions, c'est en 1972. Donc, je dirais 18 ans plus tôt que Soukoulati-Poiti. Moudileno Massengo avait démissionné du gouvernement, il était vice-président du Conseil d'État. Donc, l'équivalent du Premier ministre au Congo. Et bon, parmi les grandes personnalités qui ont démissionné au Congo, il y en a beaucoup. En commençant d'ailleurs par Fulbert Yulu lui-même et Massamba Deba. Donc, il n'est pas le premier. En tout cas, il a eu le courage de démissionner pendant cette période où le syndicat réclamait son autonomie. Et d'ailleurs, la CSC, qui nous a permis d'avoir également la conférence nationale souveraine. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Mais nous allons revenir sur
le sujet justement de la démission de Maître Mojileno Masengo, parce que lui, il a fait d'abord son premier témoignage dans un ouvrage qu'on appelle l'escroquerie idéologique et le long drame congolais. Nous allons revenir sur cela d'ailleurs avec probablement Fernand Mathias Ndala. Mais pour l'instant, nous continuons d'évoquer le journal, puisque je vous avais dit on faisait ça en deux parties. Ce journal que je vous montre à l'écran, Afrique Éducation, numéro 414, du 1er au 15 mai 2015, là où justement, Sukulati Poiti dénonce Sassou, qui détourne les richesses spirituelles et l'or noir du Kwilu. Cette fois-ci, donc, nous allons continuer parce que vous allez être un peu surpris d'apprendre que finalement, Antoinette Sassou Nguesso n'est pas une fille du Kwilu. D'ailleurs, il le dit, n'est pas une vraie fille du Kwilu. Mais je poursuis donc cette émission. La première question que pose Jean-Paul Tedga, c'est pourquoi Sassou Nguesso s'en prend-il souvent aux serviteurs de Dieu, à savoir les pasteurs, les évêques et même un cardinal. Alors, Sukulati Poiti répond, lancinante et terrible question, monsieur le journaliste. Et j'en oublie certainement, comme par exemple ces 4 hommes d'église tués à Mindouli, sur 34 fidèles fusillés dans l'église par les Cobras en décembre 1998, alors qu'ils y étaient partis en mission de paix à la demande de Denis Sassou Nguesso, lui-même et avec l'accord du Conseil écuménique. Mais chose importante, le père Diafouka, qui conduisait la délégation de paix, était soupçonné par les chefs des Cobras de parti pris pour Bernard Kolela. Ce qui était d'ailleurs faux, parce que c'est un coup que Pierre Oba avait organisé. En réalité, celui qui aurait pu laisser sa peau, c'est Monseigneur Barthélemy Batantou, qui avait finalement désisté, qui devait s'y rendre pour une médiation là-bas. Bref, donc je poursuis le témoignage de Sukulati Poiti. À noter qu'avec Gaston Makosso et Ernest Kombo, Sassou Nguesso a franchi un nouveau palier dans l'horreur, puisqu'il s'est tapé 2 grands hommes de Dieu qui, par-dessus le marché, s'étaient innocemment portés à sa rescousse. Il les a pris comme marchepieds dans son épopée politique avant de leur supprimer purement et simplement la vie. En plus, Sassou a certainement conscience que le sang de serviteur de Dieu vaut de l'or dans le pactole des dévots de l'ange de la mort, en attendant que ce sang précieux lui soit imputé au centuple dans l'enfer. En l'espèce, Monseigneur Nkombo lui évita rien de moins qu'une condamnation pénale lors de la conférence nationale souveraine, tout le monde s'en souvient, en juin 1991, voire un lynchage à mort, notamment dans les dossiers assassinats et crimes économiques. Lorsque ce prélat, ancien cadre du CNAGES, Centre national de gestion, sous mon autorité de 1978 à 1983, me fit l'honneur de me consulter sur le retrait ou non de ces dossiers brûlants de la plénière générale de la conférence, je lui ai donné mon point de vue consistant à laisser se prononcer les conférenciers en toute liberté. Mais sa voix prépondérante et sa qualité de prélat décidèrent du contraire sans en référer aux conférenciers. Il invoqua les raisons de paix et de concorde nationale pour préférer une cérémonie de lavement des mains sans lendemain, évitant à Sassou Nguesso, qui menaçait d'envoyer la troupe au palais des congrès, la foudre des conférenciers en furie. Et le pauvre Nkombo devait plus tard payer de sa vie son manque de frères politiques
Peut-être s'était-il sacrifié pour la paix. Sa vie était suspendue à un fil, surtout après son homélie, choc prononcé à l'occasion des obsèques de Monseigneur Barthélemy Batantou, le 13 mai 2004 à Brazzaville, devant Sassou Nguesso. J'en savais quelque chose, mais la lecture de l'ouvrage suivant m'a laissé pantois. C'est-à-dire l'ouvrage de Hervé Zebowski, Les assassins du cardinal, terreur sur Brazzaville, édition du chercheur d'Homme, en juin 2009. L'ouvrage d'ailleurs que je détiens. De son côté, le pasteur supérieur Makosso le délivra du sang innocent et vengeur de ses crimes. L'un et l'autre de ces deux cœurs tendres furent soumis à son implacable ruse démoniaque et succombèrent après coup à son poison. On attend d'autres dindons de la farce après le prochain forum de discussion pour le changement éventuel de la Constitution du 20 janvier 2002. Car jamais en aucun temps et en aucune manière, Sassou Nguesso n'a respecté ses engagements. C'est là une constante de sa vie politique, de sa vie tout court, dont il faut absolument tenir grand compte chaque fois qu'on se trouve aux prises avec lui. Ainsi se joue le destin de ceux qui ne savent pas où mettre les pieds et qui croient rendre service en s'aventurant avec des loups vêtus de peau d'agneau, leur accordant grâce et bénédiction au nom de je ne sais quel principe divin. Sassou a eu du mal à se remettre des tourments causés par ses crimes et ses rivières de sang versé. Il faisait flèche de tout bois pour en être délivré spirituellement. Ses 4 visites au Vatican, successivement sous Jean-Paul II, en mai 2000, Benoît XVI en mai 2010 et juillet 2011, et François Ier en décembre 2013. Ainsi que son long aparté avec Jean-Paul II de passage à Brazzaville, le 5 mai 1980, tout le monde se souvient, lorsque le pape Jean-Paul II, une parenthèse, lorsque le pape Jean-Paul II, venant de Kinshasa, est venu s'incliner sur la tombe du cardinal Émile Baïna, c'est là où il a fait de lui vénérable cardinal Émile Baïna. Donc, en attendant d'être béatifié et canonisé. Donc, venant de Kinshasa, le pape Jean-Paul II avait rencontré Sassou Nguesso. Encore, est-ce que, plutôt, il faut... il ne lui avait pas donc suffi encore que pour mériter de la grâce papale, il faut se repentir, effectivement, et ne plus préserver, et ne plus persévérer dans la faute, ce qui est loin d'être le cas de cet indécrottable criminel, assoiffé de sang, devant l'Éternel. Mon père me contraint, mon père me contait souvent la fable de la gazelle et l'antilope. Celle-là rusée, enfermée dans un trou, appela au secours plus fort qu'elle pour l'en délivrer. C'est alors que vint celle-ci, qui, faute d'avoir discerné le danger, courut vers la gazelle, qui la précipita dans le gouffre à sa place. Tandis que l'antilope s'en mourait sans secours, la gazelle, maligne et goguenarde, s'en tira à la gaillardie, gambandant et festoyant au milieu des siens. Du reste, le Tchibila est par définition le siège des génies de toutes sortes. Ces êtres n'aiment ni le bruit, ni le béton, ni l'argent. Leur habitat ne peut être qu'un chantier humain fréquenté par des hommes de violence et de haine. Je parie qu'ils sont allés ailleurs par la faute de celui qui croyait peut-être mieux les servir. Un de mes compatriotes s'était trouvé en 1987 en face d'une situation comparable qui avait rendu visible un parent de Madjingu
qui avait rendu visite à un parent de Madjingou. Un de mes compatriotes s'était trouvé en 1987 en face d'une situation comparable, qui avait rendu visite à un parent de Madjingou Kai, sans savoir que ce dernier s'était accoquiné avec Sassou Nguesso. Or, partout où il passe, cet homme sème la graine de division et installe son traquenard. Ce faisant, il crut que ce féticheur était en passe de le trahir ou de renforcer la puissance mystique de son adversaire. Alors il le rappellera un pilat et lui administrera un poison qu'il emporta dès le lendemain de son retour au village. Dans le même ordre d'idées, 3 féticheurs pygmées venus de la Lékoumou en 2008 ont été empoisonnés après avoir travaillé pour Sassou parce qu'ils les trouvaient performants et pour éviter que d'autres hommes politiques du même acabit ne profitassent de leurs œuvres, il les supprima purement et simplement par le poison de la surface de la terre. Effarante démonstration de cruauté. Sassou est par essence mégalomane, toujours enclin à monopoliser tout ce qui tourne autour du pouvoir, fétiche et féticheur, sorcellerie et sorcier, magie et magicien, sexe et femme. Le fait qu'il considère d'un mauvais œil les autres obédiences de lumière, par exemple, confirme cette volonté de tout caporaliser à son profit, sans égard à l'expression libre et démocratique d'autres sensibilités spirituelles. Je le réitère véhément, le pillage de ressources pétrolières et minières du Kwilu par Sassou Nguesso s'accompagne de l'extermination méthodique par le poison des cadres méritants de cette région. J'en publierai la liste et les motivations le moment venu. Qu'il puisse piller, manger, boire en associant son clan à son festin, cela me laisserait quasiment de mal jusqu'à ce qu'il soit repu. Mais ce qui me choque, comme tant d'autres, au plus profond de mon être, c'est la détermination maléfique à vouloir tuer les cadres et acheter par l'argent du pétrole du Kwilu le propre patrimoine culturel et spirituel de cette région avec la complicité bien pensante des prétendus sages attirés par l'argent sale. Et puis, le couple présidentiel qui n'en finit pas de prendre le Kwilu et Pointe-Noire, la capitale économique, pour sa vache à lait, pour sa vache à lait et son arrière-cour, cela ne mérite que du mépris, d'autant que les chefs-lieux de district comme Vouti, Kakamweka, Nzambi, Madjingou Kai, Inda, Nzassi, à l'image de Pointe-Noire, se meurent dans l'abandon. Ou qu'on aille dans le Kwilu, profond pour ne pas parler de la ville. C'est la désolation totale et frustrante, comme si le pétrole n'était pas produit dans la région, comme si le Kwilu n'était pas partie intégrante de la collectivité nationale. Vous suivez actuellement, à Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, le témoignage d'Alphonse Soukolati-Poity, ancien Premier ministre, sur ses relations exécrables avec Sassou Nguesso, qu'il qualifie de véritable diable. Jean-Paul Tedga pose une autre question. Vous dénoncez le fait que le Kwilu, région qui produit tout le pétrole congolais, soit pratiquement laissé à l'abandon, ainsi que ses fils et filles qui vivent dans la pauvreté et le dénuement total. Pourtant, la première dame est de cette région. Elle devrait œuvrer auprès de son époux en faveur de son développement. Le fait-elle suffisamment? Alors, c'est l'ancien Premier ministre Soukolati-Poity qui répond. Pour le savoir, il faut d'abord se demander où est passée la fameuse municipalisation accélérée. Celle-ci n'a servi en fait que de cache-misère à une pauvreté répugnante. Une seconde municipalisation, me dit-on, a été négociée, où on voit de l'être, à condition que le Kwilu encore dise oui au changement de la constitution, c'est-à-dire à la perpétuation du pouvoir infâme de Sassou Nguesso. De qui se moque-t-on? On prend les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages, alors que la ville de Pointe-Noire ploie sous des immondices et des projets inachevés, faute de financement. On se permet de bâtir des châteaux en Espagne, pressés par la démagogie intarissable du couple Sassou. L'on peut se demander
si ces deux acolytes se rendent vraiment compte de ce qu'ils font et de ce qui est. Le Kwilu est un des principaux maillons de la République, terre d'accueil et de paix. Il est amarré au reste du territoire de 1000 liens immémoriaux. Depuis les pistes piétonnes antédiluviennes jusqu'à la proclamation de la République, sur son sol, en passant par la route des caravanes, les rencontres royales de fraternité entre Makoko et Malwango et le chemin de fer Congo-Océan. Dans l'avenir immédiat et lointain viendront, je l'espère, les autoroutes de l'information et de l'électricité qui suivront ou précéderont une vraie autoroute carrossable, Brazza-Pointe-Noire. C'est donc par Pointe-Noire que tout, ou presque, passe et que le Congo tout entier a scellé son destin de nation libre et indépendante. Mais il ne faudrait pas que Pointe-Noire fût réduite aux simples fonctions de transit, de puits de pétrole et de mines d'or, sans qu'elle eût la possibilité de prendre part de la richesse nationale pour sa propre survie et son développement. Ce serait tuer par inanition la vache à lait. Tister, paix à son âme, s'en était déjà ému, qui disait le pétrole, les habitants de Pointe-Noire n'en sentent que l'odeur, car ils ne le voient pas. Du reste, un pays qui se veut unitaire n'est-il pas comparable à un corps social? La chic à l'orteil répand la douleur jusqu'à la tête. Un malade de dents affaiblit tout l'organisme. Il n'est pas de bonne politique de négliger une partie d'un tout. Au mariage traditionnel d'Antoinette et Denis, que je sache, il ne fut jamais question, du moins souhaiterais-je me le faire confirmer, d'aliéner le Kwilu en faveur du couple présidentiel pour que celui-ci s'autorise ainsi d'exercer un monopole de décision dans la gestion de toutes les structures et de tous les postes politiques, administratifs et financiers. L'épouse conseillère de Sassou Nguesso n'est pas en réalité une vraie fille du Kwilu, et je le constate avec regret, car si seulement elle l'était, elle serait la meilleure avocate de sa région d'origine auprès de son mari. Née à Kinshasa d'un père quinois et de mère certes, Vili, mais immigrée de longue date à Kinshasa où elle fut enterrée parlant un Vili approximatif, n'ayant ni village ni maison hors de Pointe-Noire. Elle est culturellement plus proche de Kin-Malébo que de Ponton-sur-Mer. Sa mère, Maman Poto, supposée Vili, installée à Kinshasa de longue date, y est décédée en 2005. Elle serait d'origine béninoise, et en croire les récentes révélations de l'artiste, musicien Evoloko, Lai Lai, la RDC, qui associe Maman Poto, sa propre mère, et la mère de Kofi Olomide, toutes trois d'origine Popo, dans le même sillage béninois. Je n'entrerai pas dans la controverse, mais je connais la tante d'Antoinette Vili, bon teint, en la personne de Maman Hélène, ce qui lui donnerait une attache même tenue au Kwilu. Alors, moi je voulais aussi ouvrir une parenthèse, avant de la refermer. J'ai eu les révélations du doyen qui nous a quittés en 2016. Il s'agit de Zita Thiago Henrique, qui était président du FREC, que je fréquentais beaucoup. J'ai assisté jusqu'à sa mort, j'étais à son enterrement. Et d'ailleurs, comme on est au mois de novembre, et je m'arrangerai avant la fin de ce mois, je m'arrangerai pour aller fleurir sa tombe. Parce que je l'avais fait l'année dernière, je le ferai. En tout cas, il m'avait fait des révélations, je vais chercher ces révélations pour les mettre, pour que vous écoutez, pour entendre ce qu'il dit de Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui est une cabinaise, il faut le dire. C'est une cabinaise. Et puis, il faut savoir, de nombreux auditeurs et téléspectateurs de notre réseau Forum Radio Télévision des Droits de l'Homme ont voulu savoir qui vous êtes et à quel moment vous avez commencé cette lutte de l'indépendance. Et quelles sont également vos intentions actuelles pour faire aboutir la cause du peuple kabylais à son droit à l'existence.
qui je suis. Je m'appelle Zita Rigostiago. J'ai 83 ans. Je l'ai fait le 14 juillet 2010. La lutte du Cabinda, je l'ai commencé en 1960. Nous avons organisé le Front de libération de l'enclave du Cabinda au cours d'un congrès que nous avons tenu à Pointe-Noire du 2 au 4 août 1963. Il y avait 3 mouvements. NLEC, le mouvement de M. Louis Ranco-Franck, le comité d'action de l'Union nationale Cabindé que je dirige, M. Zita Rigostiago, et l'Alliance du Mayom Aliama, le leader c'est M. Antonio Sosino. Oui, vous avez parlé justement de certaines personnalités qui sont entre les deux Congos, qui sont des Cabindés. Quelles sont les personnalités que vous pouvez aujourd'hui citer qui sont soit au Congo-Kinshasa ou au Congo-Brazzaville, qui sont d'origine cabindaise? Mais ils sont nombreuses. Vous savez, je vous ai parlé ici de défunt Alfred Raoul, qui était Premier ministre. Oui. Ça, tout le monde le connaît. J'ai connu des gens comme le défunt Ngouvoulou, Alphonse Ngouvoulou, qui était à Kinshasa, qui a participé à la table ronde, la libération du Congo-Kinshasa. Makwambala, qui était fonctionnaire au Congo-Kinshasa et qui représentait le Congo-Kinshasa BIT, le bureau de travail, la BIT. Bureau international du travail. Alors, il y en a encore beaucoup plus. Je ne peux pas, mais ils sont nombreux. Jusqu'aujourd'hui, c'est difficile de dire qui est qui, de vous citer les noms, mais ils sont nombreux, ils savent. Et pourquoi ceux-là ne mêlent pas leur voix à la vôtre pour faire triompher quand même l'idéal du peuple cabindé de retrouver son indépendance? Vous savez, pourquoi cela ne mène pas leur voix? Il y en a qui luttent dans leur façon. Moi, je ne dirais pas que vous êtes là, vous n'êtes pas cabindé, vous êtes africain, mais le fait de venir me voir ici, de faire ce que vous faites aujourd'hui, vous participez dans cette lutte-là. Chacun participe de sa façon. Et je ne dirais pas que tel ou tel n'est pas membre du FLEC, tel ou tel est membre du FLEC. Vous voyez? Et je dirais bien qu'il y a même des Angolais qui mènent la lutte avec nous, qui sont cabinés angolais, mais qui disent, écoutez, ce que notre gouvernement fait, ce n'est pas bon. Alors ceux-là, moi, je les considère comme cabinés. Il y a des Blancs, il y a des Angolais, il y a des gens. Alors c'est difficile de dire, de connaître le nom de tel et tel et tel. Nous sommes mariés, il y a des enfants, il y a des petits-enfants, il y a un mariage. Le problème que nous parlons aujourd'hui, c'est un problème de statut d'un territoire. Le droit d'un peuple à disposer lui-même. C'est le peuple cabindé. Mais on ne peut pas dire qui est qui. Voilà. Et quelles sont les populations qui peuplent le territoire du Cabinda? Ce sont les Yombé. Vous avez les Yombé au Congo-Kinshasa. Vous avez les Yombé au Congo-Brazzaville. Vous avez les mêmes Yombé au Cabinda. Vous avez les Wuyo qui sont à Mwanda, Banana. D'ailleurs, Banana, nous on appelait à cette époque-là Cabinda belge. Même langue, même ethnie, même tradition. Vous avez les Vili du côté de Pointe-Noire, jusqu'à Luango, jusqu'au Gabon. Ils sont cabinés. Ce n'est qu'on dit cabinés, mais nous parlons la même langue, nous parlons les mêmes ethnies, mêmes habitudes. Donc, vous voyez. On nous dit que permettez-moi, ça vous étonnerait. Oui. Mais je ne défends aucun secret ici. Ce n'est pas un secret. Oui, bien sûr. Madame Sassou Nguesso est cabindaise. Madame Kabila est cabindaise. Et c'est lui qui veut démentir, qui demande, moi je serai prêt de me présenter. S'ils disent non, je serai prêt de me présenter devant n'importe qui pour donner l'identité de leur famille, de familles avec lesquelles moi-même j'en fais partie.
Madame Kabila, le président actuel, elle est cabineuse. Son père s'appelait Lemba. Il était colonel. Madame Sassou Nguesso, c'est la fille de Maman Poto. Maman Poto, Marie-Louise Djembo, est cabineuse. C'est Vili. Alors dis-moi comment on peut dire, mais qui doit parler pour le Kabila, qui ne doit pas parler pour le Kabila. J'ai dit, nous voulons l'identité, que cette identité cabinet soit reconnue. Parce que lorsqu'on parle de liens, de famille, d'ethnie, de régions, nous sommes congolais. Le nord de l'Angola, ce qu'on dit aujourd'hui l'Angola, Makela de Zombo, Sant-Antoine de Zaïre, San Salvador du Congo, c'est le Congo, c'est pas l'Angola, n'est-ce pas? L'Angola, c'est une invention portugaise. S'il y a l'Angola au sud là-bas, moi je ne sais pas, mais jusqu'à San Salvador du Congo, Mbanza Congo, c'est la capitale du Congo. Et les Portugais ont trouvé des Congolais, le roi du Congo, qui a ses parcelles au Congo-Kinshasa jusqu'au Gabon, leur pays. Moi j'ai des parents à Kinshasa et au Congo-Brazzaville, comme beaucoup en ont. J'ai dit, Madame Sassou Nguesso est cabineuse. Par la mer. Oui, oui. Marie-Louise Djembo, les premiers prêtres noirs que les Portugais ont ordonnés là-bas, Padre Alexandre Tati, c'est l'oncle paternel, c'est le grand-père. Grand-père c'est le frère, cousin de la mère, du père de Madame, de la mère de Madame Sassou. Padre Alexandre Tati. J'ai dit, colonel Lembe, qui était à Kisangani et tout ça, Remétis. C'est le père de Madame Kabila, de Mwanda. Alors, mais s'ils font des enfants, ces enfants-là sont doux. Même s'ils n'en font pas, mais leurs femmes sont cabineuses. Ils ont des parents qui sont tués par les Angolais. Le président Mobutu et Kazabou avaient donné la base de Kitona à Olden Roberto, Angolais, dans leur territoire pour lutter contre les Portugais. Cette base-là a aidé Olden Roberto et tous les Angolais de libérer l'Angola. Aujourd'hui, est-ce que les Congolais ont demandé un territoire, une parcelle dans le Congo, dans l'Angola? Au contraire, les Angolais tuent les Kamindés et les Congolais en Angola. Et leurs conseillers sont des Congolais. Ça c'est dit. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Vous suivez actuellement, à Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, le témoignage d'Alphonse Soukolati-Poity, ancien Premier ministre, sur ses relations exécrables avec Sassou Nguesso, qu'il qualifie de véritable diable. Quand on a fait l'émission avec Sokoko, nous avons évoqué justement cette commission pour essayer de tracer, de garantir les frontières stables dans les deux pays, Congo et l'Angola, qui s'est occupé justement de la partie portugaise dans ce qu'on appelait le Congo français, le Congo portugais, qui est le Kabila. Merci donc, je referme cette parenthèse pour la compréhension des gens, parce qu'il ne faudrait pas falsifier l'histoire. Vraiment, de nombreuses personnes falsifient l'histoire. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure en commençant l'émission. Je ne peux pas accepter que quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire vienne dire que Soukolati-Poity a été le premier à démissionner. Non, non, non. Il a été peut-être le second à démissionner après Maître Modiléno Massembo qu'il a fait en août 72 et lui, il le fera en décembre 90. Ce qui nous va nous ouvrir d'ailleurs la porte à la conférence nationale souveraine. Parce que lorsque Sassou remplace Sylvain Goma à cette place
Bon, déjà, on avait commencé à libérer, les partis commençaient à se former, d'où l'action que Maître Boudjileno avait menée en France, en voyant les autorités françaises qui lui ont dit, voilà, le plan est bien, mais on n'aimerait pas que vous écartez Sassou Nguesso du pouvoir. Il faut le conserver jusqu'à la transition. Et tout ça s'est fait en France. Parfois, il y a des gens, des énergumènes qui viennent parler, ah oui, nous sommes les tenants de la conférence nationale. Non. Le père de la conférence nationale, il faut dire que c'est le défunt Maître Boudjileno Massebo, qui a fait un travail sérieux et qui nous-mêmes nous avons contribué, puisque moi j'ai pris contact avec Bernard Koulela, avec les Sony Laboutansi, parce que vous m'avez vu, la veille, c'était en décembre, la veille de la conférence nationale, j'ai fait ces démarches justement pour sensibiliser. Et il y a également, il ne faut pas oublier, il y a également Ekondi Akala qui a fait le travail auprès de Yombi et autres pour que cela, y compris effectivement le secrétaire général du syndicat, Boukamba Yangouma, ont fait ce travail pour arriver à cette conférence nationale. Donc, il y a quelques acteurs qui existent encore, qui vivent. Il s'agit justement du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui était mis dans le coup afin que l'armée soit également rentre dans les casernes et qu'il assure la bonne tenue de la conférence nationale. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer. Nous continuons à parler de cette interview que Skolati Poiti a accordée à Afrique Éducation dans le numéro 414 du 1er au 15 mai 2015. Donc il est donc difficilement compréhensible que Madame Antoinette Sassou Nguesso continue d'agir comme si le Kwilu avait été offert en cadeau de mariage à Denis Sassou Nguesso dès le début de leur idylle fantasmagorique, telle la Bretagne qui fut offerte en dot par Claude, la fille de Louis XII, à son mari François d'Angoulême, futur François Ier. Si Claude, la duchesse, apporta le duché de Bretagne à la France, le Kwilu n'appartient pas à Antoinette, et Sassou n'est ni le Congo, ni même un Kami, grand chef traditionnel en Bouchi, ou plutôt en Makwa. En outre, la Bretagne a bénéficié d'une grande considération et d'un développement exceptionnel sous l'impulsion du roi de France, ce qui est loin d'être le cas pour le Kwilu, la férule du Kani Doyo, qu'il a purement et simplement placé à l'arrière-plan, comme cadet de ses soucis. En sciant ainsi l'arbre sur lequel il semble confortablement assis, le couple présidentiel ne craint pas la culbute, assuré qu'il est prêt d'y demeurer par sa corruption et la force de ses fétiches, alors qu'il continue de piller les ressources du Kwilu, de détruire son patrimoine culturel et spirituel, de tuer ses câbles, de freiner l'élan de sa jeunesse en lui barrant l'accès aux études supérieures, à l'emploi dans les entreprises nationales, à la fonction publique, à l'armée, à la police, à la gendarmerie. Il considère tout ce qui concerne ou intéresse le Kwilu tantôt avec condescendance, par exemple en recevant dans son palais le prétendu sage préalablement conditionné qui se chine en civilité et en excuses plates et incongrues. Pourtant, autant de désinvolture chaque fois qu'il s'agit de projets de développement propres à cette région, de ses infrastructures routières, scolaires, sanitaires, de ses travaux d'assainissement urbain, etc. Sassou Nguesso peut-il expliquer par exemple sur son aversion viscérale à examiner le projet du barrage du Kwilu, qui aurait pu être, on le sait, la clé de voûte du développement intégré de notre pays et servir de source irremplaçable d'énergie à toute l'Afrique centrale et australe. Et là, je vais ouvrir aussi une autre parenthèse, parce que le barrage du Kwilu, donc de Sonda, c'était le projet de Fulbert Youlou. Et il avait mis justement une équipe où il y avait Massamba Deba qui était ministre du Plan,
le ministre à la présidence chargé de l'industrie et tout, qui était le ministre Bikouma. Et d'ailleurs, les deux feront un coup pour renverser Youlou en 63, parce que c'est eux qui vont proclamer la révolution. Bon, bref, nous allons en revenir, parce qu'il faut aussi resituer les choses dans leur contexte. Nous qui avons un certain âge aujourd'hui, 70 ans pratiquement, et déjà, nous savons très bien que nous avons connu des choses que ceux qui aujourd'hui ont 40 ans, 50 ans ne connaissent pas. Parce qu'ils sont loin de ce que on leur donne, on leur diffuse par méconnaissance ou par maladresse, par volonté de nuire, par volonté de cacher, par volonté justement d'habiller, de désinformer les choses. Donc je ferme cette parenthèse, je reviens sur l'interview, et donc je suis à la page 25. Alors, je dis donc sous prétexte de particularisme et sans discussion préalable, il s'était permis de rejeter la proposition du COC, c'est-à-dire collectif des originaires du Kwilu, de retrocéder une partie tout à fait infime, pourtant 1% des ressources pétrolières au Kwilu, région productive pour son développement, sans que ce fût exclusif d'autres localités au bénéfice desquelles les initiateurs avaient prévu un taux de rétrocession de 2%. D'ailleurs, que veut dire particularisme? C'est pour faire en sorte que toutes les régions soient logées à la même enseigne, comme ce qui se fait actuellement. Le problème serait mal résolu parce que mal posé, car c'est de la diversité des situations que naissent l'émulation et le problème. Si par là on doit continuellement ravaler tout le monde au même rang suivant une espèce de nivellement par le bas, on n'avancerait pas dans une marche concurrente et ascendante vers le développement et la lutte contre la pauvreté. Surtout qu'on ne confonde pas égalité de chance et solidarité. L'une étant la garantie de l'autre, sans s'exclure, mais celle-ci ne doit pas empêcher la prospérité générale. Les économistes s'entendent là-dessus, quelles que fussent leurs options idéologiques. Ils se séparent seulement sur la question de la distribution. Mais avant de distribuer, ne faut-il pas d'abord produire la proposition du COC qui s'inscrivait rationnellement dans le cadre de la décentralisation, devait s'étendre à d'autres régions productrices des ressources de sous-sol, comme bientôt la cuvette avec son pétrole en phase d'exploration, afin de faire fonctionner les structures décentralisées sans forcément recourir à l'État central. Partout ailleurs en Afrique et dans le monde, ce genre de rétrocession existe effectivement. Nigeria, Afrique du Sud, Canada, États-Unis, etc. Et ne pose aucun problème de pouvoir. Bien au contraire, le budget général de l'État ne peut qu'en être soulagé. Le Congo n'eut donc pas innové en la matière, puisqu'il semble que l'innovation tende à effaroucher Sassou Nguesso. Mais nous aurions pu renforcer les chances de la décentralisation quotidiennement chantée pour la galerie. Du reste, ce n'est là qu'une méthode certainement plus appropriée, mais il y en a d'autres pour opérer une répartition rationnelle du revenu national et de mettre les régions en ordre d'émulation productive, technique et scientifique. La première dame s'était levée contre la présidente du COC, Mme Aimée Mambouniali, personnalité objective. Si l'on est, l'accusant malencontreusement de lorgner vers le fauteuil de son mari, comme si celui-ci était le seul dans le pays qui convenait au poste et qui brillait de mille feux par ses qualités de cœur et d'esprit. Par ailleurs, pourquoi s'obstine-t-il à refuser de construire une université dans la grande ville de Pointe-Noire, ouvrière, administrative et fortement scolarisée, alors que dans les pays comparables, on en compte une dans chaque ville, en tout cas plusieurs dans le pays, comme au Cameroun, où il y en a 8, en Côte d'Ivoire, où il y en a 6, au Sénégal, il y en a 5.
de même qu'il craint que le Congolais ne se prévale de quelques savoirs pour se faire valoir politiquement. Le bâtisseur infatigable a peur du savoir des cadres nationaux qu'il préfère sans relief intellectuel. Même dans l'université de Kintere, dite Sassou Nguesso, en construction, où pour le moment c'est déjà achevé, parce que au moment où le vieux Scolati Poitiers avait accordé donc cette longue interview, c'était en mai 2015. Donc, on ne pourra donc pas satisfaire les besoins intellectuels et de recherche de notre pays. Et il a eu raison, puisque finalement cette université tourne au ralenti. Comment vous allez avoir une université sans avoir des professeurs qualifiés pour enseigner ces mêmes étudiants? Bon, l'enseignement au rabais. Continuons d'abord à développer l'université Marion Ngouabi. Ça, c'est une parenthèse que je tiens à ouvrir et à refermer. En tout cas, je poursuis un peu ce que dit l'ancien Premier ministre Scolati Poitiers dans cette interview. Le Congo a les moyens et la matière grise pour animer plusieurs universités et en faire des grands instruments de promotion scientifique, intellectuelle, économique et sociale. Parce qu'il fourmille de diplômes insuffisamment employés et mis à contribution dans notre processus de développement. D'ailleurs, comment atteindre l'émergence d'ici à l'an 2025, tant déclamé, mais non assumé, avec une ou deux universités seulement, concentrées dans la capitale politique? Le procès de la production se tiendra-t-il seulement à Brazzaville ou partout dans le pays? Et que dire du lycée général, qui fait cruellement défaut, dont on parle depuis belle et lurette, pour l'intérieur de la région du Puy-Loup, comme c'est le cas d'autres régions du pays. Antoinette, par une sortie malheureuse et pathétique à Pointe-Noire en mars 2006, qui fit grand bruit, s'était mise à apostropher Tisser Chikaya par l'intermédiaire de son épouse, lui intimant l'ordre de laisser son mari tranquille, faute de quoi on risquerait de bombarder Pointe-Noire. Bombarder Pointe-Noire, voilà lâcher l'arrière-pensée maléfique du couple infernal. Comment interpréter ces paroles vipérines, si ce n'est pour se convaincre, s'il en était encore besoin, de ce que la première dame ne s'est jamais reconnue en sa supposée ville d'origine, ne se souciant que de soigner l'image de marque de son démon de mari auquel elle n'avait jamais autant ressemblé dans le mal et le machiavélisme que depuis son retour au pouvoir par les armes, ainsi que les empoisonnements répétitifs et programmés. On a le droit d'aimer et de soutenir son mari jusqu'à la déraison, mais on n'a pas le droit de livrer toute une région de ses richesses, pieds et mains liés à un potentat monstrueux de la Kabylie de Sassou Nguesso, qui n'est rien de moins qu'un génie du mal, pillant, tuant, abusant de la naïveté des sages, dont il se sert comme les marchepieds, recevant le 18 juillet 2008 à sa résidence de Mpila, les fameux sages, qu'il traita du reste à monon couvert de souris de maison, les jeunes de Pointe-Noire étant, quant à eux, qualifiés de rats de jardin. Sassou s'était risqué de dire qu'au plus fort de la guerre de 1997, il aurait pesé de tout son poids pour épargner Pointe-Noire des massacres. Je le cite de mémoire. En tout cas, c'est faux. Celui qui a sauvé Pointe-Noire de massacre, c'est Marcel Nsourou, qui était le gouverneur civil et militaire. Moi, je l'ai rencontré, il m'a expliqué comment ça s'est passé. C'est lui. Et d'ailleurs, il a récompensé comment? Il n'a jamais nommé général. Même le grade de colonel, il a eu sous l'Issouba. Il est resté longtemps au grade de commandant. Alors, c'est un brillant officier bien formé. Moi, je l'ai connu, je l'ai rencontré. J'ai eu des longues heures à discuter avec lui. Et puis en plus, je me souviens bien, lorsque j'étais en terminale au lycée, lui, il était en seconde. En tout cas, je continue, donc je ferme cette parenthèse. Encore un mensonge grotesque d'ailleurs, souligne Scolati Poitiers, car la capitale économique
était bel et bien tombée sous les bottes des troupes étrangères venues soutenir Sassou Nguesso. Elle n'a évité d'être incendiée que par une stratégie délibérée de paix, héritée du front des sages et mise en exergue. Là, c'est lui qui donne les explications. Mis en exergue par Tister, Tchitchélé et Louembe, respectivement maire de Pointe-Noire, préfet du Pilou et commandant de zone. Paix à nos morts, qu'il manqua de hauteur de vue à ces 3 dignes fils du Pilou, en opposant une résistance dérisoire contre les assaillants plus aguerris. Et voilà Pointe-Noire soumise au bombardement destructeur. Peu importait donc que Sassou se fut érigé en défenseur de la ville pour un conflit qu'il avait sciemment provoqué et qui tenait dès l'abord pour gagner compte tenu des moyens matériels, financiers et humains mis en jeu. À titre personnel et par un malheureux concours de circonstances, je me trouvais à Pointe-Noire de retour de Johannesburg le 13 octobre 1997. J'étais donc chez moi, dans ma maison de l'aéroport, lorsque les soldats angolais entrèrent dans la ville, le 15 octobre, sans que je susse ce qui se passait à Brazzaville, tandis que tous les cadres politiques s'étaient évaporés comme des lapins sur les lignes 7 et 8 vers Inda et Madingukai, dans un sauve qui peut de vie ou de mort. J'en profite pour m'incliner à nouveau devant l'âme du jeune commandant Destin Ebaka, qui, dès le 16 octobre 1997, perdit la vie parmi la centaine de martyrs dénombrés à Pointe-Noire, durant les 30 premiers jours de terreur. Alors, bravant les conseils de ma mère, je courus me réfugier au centre-ville, dans l'appartement de passage de l'Arc. Mais, débusqué par les éléments Cobra qui y rôdaient, je dus rejoindre dès le lendemain ma résidence, estimant que j'y serais mieux protégé. Sur la route, cependant, mon véhicule fut stoppé à 2 reprises vers la SNE et le contre-rail de Cronenbourg par des piquets militaires angolo-cobra qui recherchaient farouchement armes et responsables politiques en débandade. J'étais entouré de mes 3 gardiens et de mon chauffeur porteur de 4 Temaka dont j'étais régulièrement doté. Les jeunes gens tremblèrent de toute leur carcasse devant la mort qui tout à coup s'annonça menaçante. Je leur demandai de sortir les mains en l'air pour la fouille et moi, je restais dans les véhicules avec les armes sur le siège. En les rassurant, je fis chaque fois une courte prière et on nous laissa passer après que les nouveaux maîtres de lieu eussent fouillé l'intérieur du véhicule de fond en comble, n'y voyant que dalle. Ce n'est pas de l'invisibilité, encore moins de l'imousie, de la cosmogonie vili. Mais c'est vrai, oui, mais parce que cette histoire, ça me ressemble également aussi, parce que je dis, ça me donne là l'occasion justement aussi de révéler, lorsque les gens sont venus chez moi dans la nuit du 30 au 31, dans mon bureau, j'avais un PMACA et une machette. Mais ils n'ont pas vu le PMACA qui était dans mon bureau. Mais en fait, ce PMACA appartenait à un élément de ma sécurité parce que quand il partait, il laissait ça dans mon bureau. Mais ils n'ont pas trouvé. C'était la seule arme qu'ils auraient pu trouver là-bas. Ceux qui cherchaient, soi-disant, des armes que je détenais. Mais ils n'ont pas vu. Oh là là, merci mon grand frère d'avoir révélé cela parce que c'est l'invisibilité, parce qu'effectivement, à partir de cette arme, on aurait pu nous porter préjudice. Mais ils ne l'ont pas vu, et puis finalement, le lendemain, le sous-officier, qui était l'élément de ma protection, avait récupéré son arme qu'il avait ramenée dans sa caserne. Bon, bref. Et je poursuis donc, après cette parenthèse, et cette évocation, témoignage du doyen Splati-Pati. Alors Jésus-Christ les avait simplement aveuglés de sa lumière sainte,
qui me mit hors du champ de leur vision. Merci Jésus de ta miséricorde infinie. J'en témoigne avec ton autorisation. Arrivé à la maison, nous fîmes en famille une prière de remerciement au Seigneur qui nous avait ainsi sauvés d'une mort certaine. Le même jour, je me rendis à la résidence du colonel Marcel Nzou, gouverneur civil et militaire, non loin de chez moi, à l'angle de la route menant vers le cabinet. Il était en réunion de travail, mais il reçut tout de même ma plainte en promettant de faire une enquête parce que ma case de Luango, située au lieu dit Chinchi Limbu, a été cassée et pillée la veille par les inconnus armés, selon la plainte formulée par le gardien des lieux, qui invoquait les mânes de mes ancêtres pour n'y être pas allé me réfugier. Au contraire, le monseigneur Jean-Claude Makaya Louema, auprès duquel j'avais sollicité un refuge et qui m'avait plutôt proposé d'aller à Luango, alors que tous les chemins qui y menaient étaient jalonnés des piquets militaires. Je ne lui en fais pas un reproche rétrospectif, mais un simple rappel de parents. Le proconsul Marcel Nsourou, affabulé de son conseiller technique Gabriel Nzambila, tempêtant à la radio matin et soir de toutes leurs voix martiales, avait mis la main sur les administrations et forces publiques ainsi que sur les hommes et les moyens disponibles. En tant que DG de l'ARC, je n'eus pas accès à mon bureau comme si j'incarnais le système déchu. Bref, pour revenir aux sages, je crains que ceux du Puylou, comme du reste, certains des autres régions, n'aient passé un pacte de nuisance avec Denis Sassou Nguesso. À en juger par la quasi-institution nationale créée en mars 2014, hors constitution, sans texte législatif ni réglementaire, ce qu'on nomme Conseil des sages, brille plus par ses accointances avec le président que par ses actions de paix et d'unité nationale. Le fameux Conseil des sages placé sous la présidence d'honneur de Sassou Nguesso, tout en étant présidé par le maire d'Oyo, Jean-Marie Ewenge, oncle de Sassou Nguesso, cette quasi-institution, par ses représentations régionales, s'est donné comme mission d'être le porte-flambeau d'un troisième mandat via le changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Certains sages, jugeant mauvaise la loi fondamentale actuelle, en sont venus jusqu'à proposer la leur qui ferait de Sassou Nguesso le seul personnage apte à diriger le pays, jusqu'à ce que mort l'en surprenne. J'ai une haute estime pour le grand âge, mais là, j'avoue tomber des nues. Pourquoi diantre Sassou Nguesso n'a-t-il jamais osé recevoir ou convoquer les jeunes qui incarnent l'avenir de la nation et qui subissent le chômage et la pauvreté de plein fouet, plus de 40%, qui malgré leur diplôme se résignent à faire des petits boulots, de manœuvres du port au port et en haute mer, au péril de leur vie, qui ne savent pas mentir sous aucun prétexte, qui ont tout à perdre de la mauvaise gouvernance ambiante, qui cherchent à tâtonner leur voie dans l'obscurité d'un régime politique et social corrompu et injuste. Vous suivez actuellement, à Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, le témoignage d'Alphonse Soukolati-Poity, ancien Premier ministre, sur ses relations exécrables avec Sassou Nguesso, qu'il qualifie de véritable diable. Une autre question donc de Jean-Paul Telga. Le débat actuel au Congo tourne autour du problème de la Constitution. Êtes-vous de ceux qui pensent que Sassou Nguesso doit poursuivre son œuvre à la tête de l'État? Réponse donc de Soukolati-Poity. Comme je l'ai dit lors de ma précédente interview, je n'ai rien vu en Sassou Nguesso qui pût l'autoriser à exercer un énième
mandat après 32 ans de pouvoir sans partage. Lorsque je vais à Pointe-Noire, plutôt que de m'extasier, comme auparavant sur l'ancienne beauté de la flore et de la faune de ma région, je vois ça et là des colonnes, des torches enflammées. Je sens partout les odeurs d'essence, de gaz, de potasse et autres pourritures à l'air libre. Je me tords toujours de nostalgie sur la disparition de la plage mondaine de mon enfance, sur les assauts de bétonnage du clan présidentiel à la côte sauvage, jadis boisée, qui attirait les promeneurs oublieux de leurs soucis quotidiens. En matière d'antivaleurs, Louis Portela, loi de éponyme, du 16 janvier 1960, et Pierre Tchikaya, de Boampire, Mbam, Luangu, risqueraient de se retourner dans leur tombe s'ils savaient que Pointe-Noire, leur ville tant aimée et chantée, est devenue une poubelle dépravée de mœurs et amoncelée d'immondices. Pour conclure sur ce chapitre, je dirais que les Congolais et les Congolaises résidant au Kwilu, toute origine ethnique, sociale et culturelle confondue, souhaiteraient un engagement ferme et résolu de l'État en tant que puissance publique, non que nous fussions le moindrement sensibles à l'action de Congo Assistance. Un brin démagogique et futile, mais c'est une action publique et non de bienfaisance forcément limitée que nous appelions de tous nos voeux à Pointe-Noire, sans aucune condition politicienne et sans lien avec le maintien ou non de Sassou Nguesso au pouvoir. Il serait malséant, voire insultant, que le couple présidentiel imposa à ces hommes et femmes qui souffrent quotidiennement de toutes les privations d'accepter le maintien au pouvoir d'un tyran qui verse le sang de ses enfants et pille les ressources de la nation au culot, en toute quiétude, contre quiconque dit un mot déplacé, il envoie la police pour le faire taire. Dans mon interview, Afrique Éducation, numéro donc justement 411, du 16 au 31 mars 2015, j'ai parlé, en le repoussant sans appel, du projet de changement de constitution initié par Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui encore, j'en dirai quelques mots, car cette question heurte la décence. Le changement de constitution n'est plus, de mon point de vue, une question juridique. C'est une chamaille politique, car tout, absolument tout, a été dit et redit qui s'inscrit à l'encontre. C'est même devenu une question morale, compte tenu de l'insistance de certains protagonistes du changement à le vouloir en dépit du bon sens et de l'éthique politique. Sassou a dit à ses sbires qu'il était en train de jouer avec cette question de changement de la Constitution, de l'ordre constitutionnel. La dernière carte de sa vie devant le monde et le peuple congolais, chiche. Qu'il en soit ainsi, au nom de Saint-Denis, c'est un pari insensé que cache mal sa peur de rendre les comptes. Pourtant, pour ma part, en tant que chrétien, la vengeance m'est étrangère. Seule la justice et l'amour me guident en toutes circonstances. Il s'agit de la parole donnée par un chef d'État. Mieux un président en régime républicain et qui a en outre prêté serment de respecter la loi suprême, votée par référendum. Ce n'est donc ni un discours annuel, mêlant faux bilan et vœux pieux de nouvel an. C'est une constitution qui s'impose à lui sous peine de haute trahison, conformément aux articles 87 et 153. Dire qu'à un changement de régime doit correspondre à un changement de constitution et non une révision constitutionnelle serait faire montre de très mauvaise foi. Ce n'est pas seulement en créant une vice-présidence ou un poste de Premier ministre qu'on changerait le régime, encore moins en minimisant l'âge d'accéder à la présidence de la République. En vérité, Sassou Nguesso n'est pas en mesure de s'accommoder d'un système doté d'une vice-présidence ou d'une primature responsable. C'est un autocrate avéré que rien ni personne ne peut muer en dirigeant avisé. Pourquoi ce qu'il a supprimé ou soigneusement évité hier fonctionnerait-il demain si ce n'est pas pour pur machiavélisme? Changer de constitution en supprimant les verrous
du nombre de mandats ou de l'âge pour permettre à Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat. Ce serait aller à l'encontre du constituant référendaire dans sa volonté délibérée de permettre l'alternance au sommet de l'État. Ce que, du reste, Sassou lui-même avait donné comme gage de démocratie après sa prise de pouvoir par les armes. En fait, suffit-il de changer la lettre de la Constitution pour changer le régime politique tout en laissant s'agripper au pouvoir l'homme qui l'incarne, fût-ce par un tour de passe-passe électoral? Évidemment, non. Un changement de régime politique suppose un changement fondamental du dispositif juridique et littéral, suprême, autant qu'un changement simultané et profond d'esprit, de pratique et d'homme. Il ne peut y avoir de changement de régime tout simplement pour permettre à un homme de continuer à rester au pouvoir jusqu'à ce que mort s'en suive. Dans ce cas, il aurait suffi de transformer la charte octroyée de Louis XVI en loi constitutionnelle et maintenir l'ancien monarque au poste de chef du nouvel État français, ce que les juristes consultent du roi Tronchet de XVI et Malesherbes n'avaient osé proposer à l'Assemblée nationale de 1792, ni a fortiori au conventionnel de 1793. Et la Ve République, dont a parlé un jour Sassou, dans sa recherche effrénée et tâtonnante d'alibi, aurait-il suffi que René Coty décidait de mettre fin à la 4e par quelques modifications à la marge, lequel fut institué au détour d'une élection qui l'eût reconduit sur son fauteuil présidentiel? Eh bien non, pas plus. Louis XVI que René Coty n'eussent pu créer un régime nouveau, tout en se maintenant à leur poste comme le voudrait Sassou Nguesso, dont la stratégie politique se résume en ces mots: le pouvoir pour le pouvoir, coûte que coûte, jusqu'au bout. Les Congolais se savaient dirigés par un autocrate pur et dur, mais personne n'imaginait qu'on assisterait à un dernier round si harassant d'incongruité et de mauvaise foi de la part du tenant du titre. Un régime nouveau, s'il apparaît nécessaire, doit correspondre à des circonstances politiques, économiques et sociales aussi exceptionnelles que dirimantes et irréfutables. Il est incompatible avec le maintien en l'état de l'ordre ancien caractérisé par l'homme ou les hommes qui l'ont symbolisé. C'est en vain qu'on tente d'effaroucher les Congolais en leur disant qu'il risquerait d'y avoir blocage des institutions avec un président qui ne serait pas du PCT, en fait, qui ne serait pas Sassou, parce que l'Assemblée nationale constituée de PCTistes refuserait de voter les lois. Comme si, dès le départ, la Constitution avait artificiellement ficelé pour mettre à mal les institutions du pays et éviter l'alternance politique. Aujourd'hui, on voit se découvrir les effets induits de la fraude par-delà un système qui survivrait au changement et à l'alternance politique. Un État respectable ne peut pas organiser sa propre autodestruction par les institutions qui se neutralisent. Il faut en toutes circonstances pouvoir sortir d'un blocage, soit par le biais de la dissolution, ce qui se fait en France, soit du veto, ce qui se fait également aux États-Unis, soit, enfin, par d'autres dispositifs constitutionnels, faits pour équilibrer les différents pouvoirs, comme le prévoyait Montesquieu, mais qui peuvent parfois bouger. Le moment est venu de mettre en garde les tricheurs de tous bords, les fauteurs de troubles, les va-t-en-guerre, les spécialistes de l'intox, que le futur gouvernement de la presse Sassou ne doit pas craindre le Parlement actuel, si potentiellement contrariant qu'il soit. Ce qu'il y aurait lieu de mettre en exergue préalablement, ce sont les questions liées au fichier électoral, à l'indépendance de l'organe chargé de l'organisation, du suivi, du contrôle des élections, au découpage électoral, au bulletin de vote, à la date effective des élections, et éventuellement à la mise en place d'un régime de transition sans Sassou. La Constitution du 20 janvier 2002 a prévu en son article 84
la possibilité pour le nouveau président de prendre les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé ou interrompu. Le fait pour une assemblée constituée avant l'élection d'un nouveau président de bloquer les lois normalement présentées par l'exécutif entre bien dans les prévisions de Constitution et dans le cas d'espèce, le nouveau président pourrait la mettre en veilleuse et continuer de gouverner le pays sans entrave. L'intérêt général le commanderait et le nouveau président s'en servirait sans coup férir. Le président régulièrement élu peut même, si besoin est, obtenir de nouveaux délais pour diriger le pays au-delà de l'autorisation de l'Assemblée nationale. Si le blocage mal intentionné se poursuivait, en outre, il peut, en tant que garant de la continuité de l'État, se servir de l'article 56 pour faire fonctionner les pouvoirs publics, si vraiment le blocage est manifeste et intempestif. Quoi qu'il en soit, je ne donne pas cher la situation du PCT sans Sassou Nguesso. Tous les camarades membres, tels les rats d'un navire qui prend l'eau, sauteront par-dessus, bord, pour s'accrocher sur le nouveau navire de l'alternance, n'ayant pas de gilet de sauvetage, symbolisé par leur mentor. Que le PCT, les faux apôtres de la paix, les pêcheurs en eau trouble, soient donc charitablement prévenus, et les gens de bonne foi rassurés. La paix, ce n'est pas ceux qui exigent l'application de l'ordre constitutionnel du pays et qui peuvent la troubler. C'est au contraire ceux qui veulent mordicus et pour le seul intérêt d'un individu, changer la règle du jeu en fin de mandat qui risque de la mettre à mal. On n'a pas besoin de sortir de Polytechnique ou de West Point pour le comprendre. C'est un refrain, un leitmotiv bien connu chez Sassou Nguesso. Chaque fois qu'il veut opérer un passage en force, il agite le spectre de la guerre, sous le vocable trompeur de la paix. Aujourd'hui, il a attendu au tournant par tous les Congolais et Congolaises épris de paix et de liberté et de démocratie, ainsi que par la communauté internationale. Si l'aventure, malgré tout, le blocage devait se perpétuer, le nouveau chef de l'État pourrait procéder par un référendum à la révision de l'article 114 qui interdit au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, car cet article révisable n'entre pas dans le champ des dispositions cadenassées par la Constitution lui-même. Parallèlement, et par symétrie intentionnelle, l'article 114 devait être révisé pour permettre à l'Assemblée nationale de censurer le gouvernement. Il suffit en effet au nouveau président de se servir de l'article 186 qui lui permet de présenter au référendum directement sans passer par l'Assemblée nationale le projet de révision de la Constitution du 20 janvier 2002. Et le tour est joué vis-à-vis des députés nommés par Denis Sassou Nguesso et qui croient pouvoir s'éterniser au pouvoir sous l'égide d'un parti politique, hors du temps et de l'espace. En vain, les PCTistes et tous les gens de mauvaise foi peuvent-ils exciper de façon spécieuse du caractère post-conflit de la Constitution du 20 janvier 2002 pour exiger son changement en fin de mandat? Une Constitution, au contraire d'un acte fondamental, par exemple, provisoire, comme celui du 24 octobre 1997, n'est pas soumise aux aléas du quotidien. Elle est définitive. Elle ne peut être changée dès lors qu'elle est votée par le constituant primaire et revêtue par l'imprimature présidentielle. Seul un tsunami politique assorti d'un bouleversement social, en changeant la nature du régime étatique, est susceptible de changer l'ordre constitutionnel, qui n'est donc pas soumis aux aléas politiques de pure convenance, comme la manigance de Sassou, de vouloir s'éterniser au pouvoir 32 ans après s'y être incrusté. Les mécanismes de la révision constitutionnelle sont, quant à eux, prévus dans le corps du texte et ne posent aucun problème de
sorte que si les jeunes de moins de 40 ans voulaient être candidats à la présidence, il faudrait tout simplement engager une procédure de révision sans toucher aux dispositions verrouillées par la Constitution, comme le nombre de mandats présidentiels. Or, c'est là que gît le lièvre. Par ailleurs, Sassou Nguesso, le poker menteur, a commencé par la diversion avec la prétendue modernisation des institutions avant de montrer son véritable jeu. Comme me disait ma mère, quand quelqu'un rit en billet, c'est qu'il cache ses molaires, c'est-à-dire ce qu'il a de plus secret. En tout cas, on a terminé donc avec ce journal, le numéro 414 du 1er au 15 mai 2015, l'interview qui est notre testament politique de l'ancien Premier ministre Skolati Poiti, qui nous a quittés il y a quelques jours. La prochaine émission, je vais peut-être revenir sur la démission de Maître Moudileno Massengo parce qu'il y a trop de confusion. Il faudrait peut-être que je lise les extraits de son ouvrage, qui est aussi un testament politique, L'escroquerie idéologique, qui est sorti en janvier 1975. En tout cas, à bientôt. Merci. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre un j'aime. Mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre un j'aime.